Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna spécialisée dans l'écosystème Microsoft. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 16 qui s'étale du 14 au 20 avril. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, au menu de cet épisode, nous évoquerons évidemment les articles de la semaine, nous continuerons avec les annonces en JA, les annonces en preview et nous terminerons par les décommissions. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Alors, une mise à jour importante est arrivée sur Azure OpenAI cette semaine avec l'arrivée des modèles GPT 4.1, 4.1 mini et 4.1 nano. Ces modèles sont taillés pour les développeurs. Ils vont comprendre davantage les instructions complexes, générer un code plus propre, plus fiable et surtout, ces modèles peuvent traiter un contexte bien plus long jusqu'à 1 million de tokens. Concrètement, cela veut dire qu'un agent conversationnel ou un assistant d'analyse peut garder le fil sur des documents entiers ou des conversations longues sans décrocher. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'un réglage fin, supervisé, arrive dans les prochains jours. Il permettra de personnaliser le comportement du modèle avec ses propres données, son propre langage métier, tout en gardant la main sur les sécurités, les versions et les performances via Azure AI Foundry. Et comme toujours, on retrouve différentes options. GPT 4.1 pour la précision maximale, la version mini pour l'équilibre et la version nano pour les cas où l'optimisation des coûts est une priorité. Bref, un pas de plus vers des modèles IA plus modulables, plus intégrés et surtout plus proches des besoins concrets des équipes techniques. Changeons de sujet et faisons un focus sur la cybersécurité. Microsoft a partagé une mise à jour détaillée sur son initiative Secure Future Initiative qui vise à renforcer durablement la sécurité de ses produits et évidemment de ceux de ses clients. On y apprend notamment que chaque jour, 600 millions d'attaques ciblent les identités numériques. Et pourtant, près de 60% des entreprises utilisent plus de 40 outils de sécurité différents avec une intégration souvent chaotique. Pour répondre à ce constat, Microsoft met en place une stratégie à plusieurs niveaux. D'abord, l'authentification multifacteur que l'on répète très régulièrement, qui devient obligatoire sur Azure, Entra, Intune, avec une transition vers des comptes sans mot de passe grâce à des clés d'accès. Ensuite, on parle de langues sécurisées en mémoire comme Rust pour développer des composants critiques et réduire à la source certaines vulnérabilités classiques comme les dépassements de mémoire. Il y a aussi des efforts côté détection, plus de logs, plus d'outils pour documenter les intrusions et une meilleure visibilité sur GitHub et Microsoft Purview. Et enfin, côté patch, Microsoft déploie le Hot Patch pour appliquer les correctifs de sécurité sans redémarrer le système, ce qui représente pour les administrateurs un gain de confort et un meilleur taux de mise à jour. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est la recherche d'un équilibre entre sécurité, usage et scalabilité, avec des choix parfois radicaux comme la suppression des comptes administrateurs locaux ou la standardisation de l'usage de bibliothèques sécurisées. Bref, on sent une vraie volonté de normaliser et de rendre la sécurité accessible, même dans des environnements très complexes. Partons maintenant à l'autre bout du monde et plus particulièrement en Asie du Sud-Est avec une annonce importante. Microsoft va ouvrir une région cloud hyperscale en Malaisie dans le Grand Kuala Lumpur à partir du deuxième trimestre 2025. Donc nous en reparlerons à ce moment-là, mais faisons déjà un petit focus sur le sujet. Au-delà de l'infrastructure, l'impact projeté est significatif. Une étude d'IDC estime que cela pourrait générer près de 11 milliards de dollars de nouveaux revenus et plus de 37 000 nouveaux emplois, dont une partie qualifiée dans les métiers de l'IT. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette dynamique s'accompagne d'un investissement humain fort. Microsoft prévoit
de former 800 000 personnes à l'intelligence artificielle d'ici fin 2025. Un vrai levier pour faire de la Malaisie un acteur crédible dans la transformation numérique de la région. Et bien sûr, la région cloud respectera les exigences locales en matière de résidence des données, tout en offrant les services cloud complets de Microsoft pour accompagner entreprises locales comme internationales. C'est une démonstration claire de la façon dont le cloud peut devenir un accélérateur économique et un outil d'inclusion si l'infrastructure, la formation et la souveraineté vont de pair. Après un voyage en Asie du Sud-Est, faisons un petit détour par Las Vegas où s'est tenue la deuxième conférence annuelle de Microsoft Fabric. Parmi les annonces, beaucoup de nouveautés autour de Microsoft Purview, l'outil de gouvernance et de sécurité des données de Microsoft, qui se renforce dans un contexte où l'IA prend une place croissante au sein des entreprises. Ce qu'il faut retenir, tout d'abord, Microsoft étend la prévention de la perte de données à tout l'environnement Fabric, y compris les bases KQL et les bases miroirs. C'est essentiel pour protéger les données sensibles, surtout dans des scénarios en temps réel. Ensuite, Purview est désormais intégré à Copilot, en commençant par Power BI. L'idée, c'est de détecter si l'utilisateur partage des infos sensibles via l'IA, volontairement ou pas, et d'alerter ou de bloquer si nécessaire. Et puis, il y a maintenant une fonction d'observabilité dans le catalogue Purview. Cette dernière permet d'analyser les problèmes de qualité des données à la source et de mieux comprendre l'impact des actifs de données dans toute l'entreprise. Bref, avec toutes ces nouveautés, Microsoft pousse une idée simple. L'IA ne peut pas être déployée sans un vrai socle de gouvernance, de sécurité et de transparence. Eh bien écoutez, nous en avons terminé avec les articles de la semaine. Je vous propose de passer aux annonces en JA. La première concerne le service Azure Functions, qui offre désormais des triggers SQL. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez appeler une Azure Functions depuis la quasi-totalité des bases de données SQL qui sont compatibles avec le suivi des modifications pour développer et faire évoluer des applications pilotées par les événements avec Azure Functions. Pour info, ce trigger est notamment compatible avec Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance ou encore SQL Server. Un autre service utilisé pour les tests de montée en charge, à savoir Azure Load Testing, qui prend désormais en charge la simulation de flux d'authentification basés sur des identités gérées lors des tests de charge. Cette fonctionnalité vous permet d'exécuter des tests de charge de manière fluide et efficace en vous appuyant sur l'authentification de Microsoft Entra ID. Aujourd'hui, les équipes Azure n'annoncent pas l'ouverture d'une région, mais carrément de 2 régions. La première, et nous en avions déjà parlé ici il y a quelques semaines, est une nouvelle région en Indonésie avec la région Indonésia centrale. Vous l'aurez compris, elle permettra aux clients indonésiens de pouvoir héberger leurs applications au sein de leur région en réduisant considérablement la latence, tout en offrant les normes les plus strictes en matière de sécurité, de confidentialité et de stockage des données conformes, évidemment, à la réglementation du pays. D'ailleurs, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas indonésien que vous ne pourrez pas utiliser cette région. Évidemment, elle est ouverte à tous. En plus de la région Indonésia centrale, Microsoft a annoncé l'ouverture d'une nouvelle région Azure spécialement conçue pour le secteur secret du gouvernement américain. Ce type d'environnement s'adresse à des organisations aux exigences très strictes en matière de sécurité, souveraineté et résilience, notamment pour des missions liées à la sécurité nationale. Ce qui est intéressant ici, c'est que malgré la sensibilité des données, les équipes peuvent retrouver l'expérience habituelle d'Azure avec des outils cohérents pour la gouvernance, la gestion des identités ou encore le développement. La région est directement connectée au réseau classifié du gouvernement américain, ce qui permet une interopérabilité sécurisée et elle propose dès le départ des services comme Azure Express Route qui permet par exemple une connectivité privée sans passer par Internet. Ce genre de déploiement illustre bien l'évolution du cloud vers des usages plus spécialisés sans pour autant perdre l'uniformité des pratiques que l'on retrouve dans le cloud public de Microsoft. Une bonne illustration de ce que peut être un cloud souverain et sécurisé. On évoquait justement à l'instant le service ExpressRoute dans la nouvelle région US.
Eh bien, sachez que l'équipe produit annonce de nouveaux emplacements express route métro, à savoir les régions d'Atlanta aux US, Jakarta en Indonésie, Madrid en Espagne, mais aussi Milan en Italie. Et ce n'est pas tout, puisque le service express route est également disponible dans les récentes régions belges, à savoir les data centers Bruxelles et Bruxelles 2. Et toujours avec express route, mais cette fois express route Global Reach qui prend désormais en charge les pays que sont la Belgique, l'Espagne ou encore l'Italie. On parlait il y a 15 jours à peine des ciphers personnalisés dans Azure Front Door en preview. Eh bien, sachez qu'ils débarquent désormais en JA. Ainsi, vous allez pouvoir créer vos propres stratégies TLS ou en utiliser des existantes définies par Microsoft. Et chapeau à l'équipe produit qui n'aura mis finalement qu'une quinzaine de jours entre l'annonce de la preview et l'annonce de la disponibilité générale. Une nouvelle fonctionnalité débarque sur Azure Virtual One, à savoir Route Maps. Cette dernière, comme le laisse à penser son nom, vous permet de contrôler les annonces de route et le routage des hubs virtuels dans Virtual One. En effet, elle vous permet de mieux gérer le routage entrant et sortant des connexions VPN site à site, des connexions VPN point à site, des connexions Express Route et évidemment des connexions entre les réseaux virtuels Azure. Du côté de stockage maintenant et plus particulièrement de Azure Blob Storage, où les Access Control List ou ACL pour les puristes font leur apparition sur la partie SFTP. Cela permettra aux administrateurs de gérer de manière plus granulaire l'accès au blob mais aussi au répertoire pour leurs utilisateurs. Terminons les annonces en JA avec la fonctionnalité Performance Plus pour le service Azure Disk Storage. Cette dernière, gratuite, améliore les performances d'entrée-sortie par seconde et le débit des disques SSD Premium, SSD standard et HDD standard pour les disques de plus de 513 Go. C'était la dernière annonce en JA. Passons maintenant à celle en preview et la première concerne Azure Functions qui propose un nouveau protocole, à savoir le Model Context Protocol ou MCP. Alors perso, je ne connais pas, mais il permet aux applications de fournir des fonctionnalités et du contexte à un vaste modèle de langage. Une fonctionnalité clé du MCP est la possibilité de définir des outils que les agents d'IA peuvent exploiter pour accomplir les tâches qui leur sont confiées. Sachez que les serveurs MCP peuvent être exécutés localement, mais les serveurs MCP distants sont essentiels pour partager des outils fonctionnant à l'échelle du cloud. Amis développeurs, j'espère que cette info est intéressante pour vous. Côté Azure Container Apps, qui prend désormais en charge le routage basé sur des règles afin de simplifier votre architecture pour les applications de microservices, les tests AB, les déploiements bleu vert, Canary et tout ce qu'on connaît. Le routage basé sur des règles vous permet de diriger le trafic HTTP entrant vers différentes applications de votre environnement en fonction soit du nom d'hôte, soit d'un chemin d'accès demandé. Le service Azure Red Hat OpenShift supporte maintenant les identités managées. Alors perso, je trouve que cette fonctionnalité devrait faire partie du package de base lorsqu'un nouveau service Azure fait son apparition. Mais bref, mieux vaut tard que jamais. Passons maintenant à Azure Backup, où l'équipe produit annonce une private preview pour l'utilisation de Vault dans la sauvegarde de vos Azure Data Lake Storage. Donc je mettrai en commentaire le lien du formulaire pour s'inscrire à la private preview pour ceux qui sont intéressés. Et toujours sur Azure Backup qui prend désormais en charge les volumes persistants qui s'appuient sur Azure File Share au sein de AKS, ce qui est une excellente nouvelle pour tous ceux qui utilisent Azure File Share en tant que stockage persistant dans Azure Kubernetes Service. Nous en avons terminé avec les annonces en preview. Passons maintenant aux 3 décommissions et fin de support. Le 31 octobre 2025, Azure Functions ne prendra plus en charge la version 3.9 de Python. Il faudra donc envisager une montée de version vers Python 3.11. Toujours sur Azure Functions, Uneterit, l'un des fournisseurs de back-end pris en charge pour les fonctions durables, ne sera plus supporté à partir du 31 mars 2028. Microsoft recommande de basculer sur les schedulers de tâches dont on a parlé la semaine dernière et qui est pour le moment disponible uniquement en preview. Et enfin, à partir du 1er octobre 2025, le workflow d'intégration basé sur les graphiques Helm
pour l'agent Conteneur Insight sera supprimé. Vous devez envisager une migration vers l'extension Azure Arc Kubernetes Conteneur Insight. Eh bien voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses et surtout que vous allez pouvoir tester de nouvelles choses. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode toujours aussi passionnant. À très vite.